Bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et à chaque épisode, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et de dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Tissot pour un épisode ressources sur la question de la transformation. Alexandre est un expert de ce sujet qu'il aborde notamment sous l'angle de la systémique et de la cybernétique. Alexandre a créé AT Transformation pour accompagner ses clients sur ces questions de transformation. Bonjour Alexandre, ravi de t'accueillir dans ce podcast Plaisir de diriger. Aujourd'hui, un format un peu particulier, puisque ce sera un format ressources, mais sous forme d'entretien. Donc, ce sera le premier sous cette forme. Et nous allons parler de diriger et transformer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui ? Bonjour Anna, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Pour dire quelques mots sur moi, je suis aujourd'hui coach et consultant, on va dire. Je travaille essentiellement et quasiment uniquement même sur des sujets de transformation. C'est un sujet qui a, je dirais, transcendé ou traversé toute ma carrière, depuis le début de ma carrière, ne serait-ce que par mon parcours personnel, parce que j'ai beaucoup changé en fait de milieu, d'environnement, de questions, etc. Je suis parti en fait du monde de l'ingénieur, du monde de l'organisation, du monde de l'industrie. J'ai passé quelques années dans ce monde-là. Je l'ai théorisé au travers d'un travail de doctorat, assez passionné à l'époque par les méthodos, les approches d'organisation, de changement, ce genre de choses. Et puis, j'ai quitté ce monde-là pour rentrer dans le monde qu'on appelle le monde soft, souvent, qui est le monde plutôt RH, pendant quelques années en tant que consultant, où là, j'ai découvert les dynamiques de changement, les dynamiques à grande échelle dans des grandes entreprises, en conseillant un certain nombre d'industriels sur des gros plans de transformation et de restructuration. Et puis, une troisième période de ma vie plus centrée sur le dirigeant, en fait, que j'ai commencé à accompagner en coaching, avec qui j'ai eu un dialogue important sur la question de la transformation numérique pendant quelques années, en travaillant dans un observatoire et en étant associé de cet observatoire, pour regarder un petit peu qu'est-ce que le digital transformait concrètement dans l'entreprise. Ça a été vraiment une troisième période assez passionnante, un peu de réflexion, etc. Et maintenant, un peu ce que je dirais une quatrième période, où mon travail est d'accompagner concrètement cette transformation, d'essayer d'amener de la réflexion, de la pensée, de l'action sur le terrain pour faire bouger les choses avec mes clients. Et puis toujours, parce que c'est un peu ma marque de fabrique, une volonté à côté de réfléchir, théoriser, modéliser, en étant formateur, en étant superviseur, comme on le dit dans le jargon des coachs, et en étant aussi professeur à l'ESCP notamment, pour enseigner en fait ces théories-là. Voilà un petit peu mon parcours. J'y ajouterai une petite cerise, qui est que, étant tellement passionné par la question transformationnelle, j'ai fini par me former à la psychanalyse aussi. Je pratique un petit peu et c'était pour moi hyper important d'aller jusqu'au bout de la démarche et de voir, je dirais, de l'entreprise, de la grande organisation à l'individu dans ce qu'il y a de plus intime. Qu'est-ce qui se passe en termes de processus de transformation, comment on peut les observer. C'était vraiment ma grande passion. Le fil conducteur. Oui. On parle donc de transformation. Moi, j'ai observé un peu un changement sémantique ces dernières années, peut-être, ou ces derniers mois, où on parle plus de transformation que de changement, là où avant, on parlait beaucoup d'accompagnement du changement dans les entreprises, notamment. Et puis aussi, on entend beaucoup que le changement est permanent, que la transformation est permanente. De quoi on parle, en fait, quand on parle de transformation ? Alors, c'est un sujet moi, qui me passionne parce que l'approche scientifique m'a toujours passionné. Donc, de se poser la question des mots et de se poser la question de qu'est-ce qu'ils appellent en termes de paradigme scientifique, de façon de voir le monde, pour moi, c'est essentiel. Et en fait, d'expérience, quand j'étais consultant ou quand j'étais dans l'entreprise, on parlait de changement pour beaucoup de choses. Avec une vision très ce qu'on appelle conduite du changement, c'est-à-dire l'idée qu'il y a d'un côté le projet, business, métier qui se met en œuvre, c'est-à-dire en fait je dirais la solution vers laquelle on veut aller.
la conception et le déploiement de cette solution. Donc, je ne sais pas, ça peut être par exemple un nouveau système informatique ou une nouvelle façon de piloter les usines ou même une nouvelle ligne de production, par exemple. Et puis, il y a toujours à côté un peu ce module conduite du changement qui se ramène souvent à des questions de formation, communication, j'allais dire de soft, comme on le disait tout à l'heure, etc. Tout ce modèle-là marchait très très bien et marche encore très bien dans des situations où il y a très peu d'incertitudes. C'est-à-dire concrètement, quand on sait à peu près que notre environnement ne va pas trop bouger et qu'on sait où aller, donc je ne sais pas, par exemple un environnement marché plutôt stable, avec des compétences plutôt stables dans l'entreprise, etc. Finalement, la conduite du changement est un outil qui marche très bien, c'est-à-dire on définit une cible et on rallie en fait les individus, les collaborateurs et même des fois à l'extérieur à cette cible-là en faisant du marketing, c'est-à-dire du marketing du changement. C'est-à-dire de la vente de solutions internes. Ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, parce que je pense que c'est vraiment une activité importante. Mais en fait, on sait ce qu'on vend. En fait, c'est ça la particularité. La conduite du changement, c'est conduire les individus à accepter ce changement. Alors, tout ça fonctionne très bien avec un gros cerveau rationnel et une vraie approche de communicants, de formateurs pour former les compétences qui pourraient manquer, une vraie approche de cartographie du changement, etc. Ça a été très, très bien théorisé dans les années 80-90, avec notamment toute une série de modèles sur la sociodynamique, par exemple, l'école de Fauvet, etc., sur ces sujets-là. Et c'est vraiment des outils passionnants. Moi, j'ai adoré les déployer, j'ai trouvé ça intéressant. Et il s'est passé quelque chose. En gros, je pense qu'on s'est rendu compte que ce modèle-là, il marchait, comme je le disais, si vous êtes dans un endroit de prévisibilité et à grande visibilité. À partir du moment où il y a beaucoup d'incertitudes, en fait, le problème, c'est que pendant que vous faites la solution... Le monde bouge autour de vous. Exactement. Le monde bouge tout autour de nous. Donc, en fait, la solution, est-ce qu'elle est toujours adaptée? Est-ce que c'est toujours la bonne? Est-ce que... En fait, ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire, il faut un référentiel très stable pour arriver à faire de la conduite du changement. Et donc... la réflexion s'est posée, alors de manière un peu insidieuse, parce que le mot transformation est arrivé. Alors moi, je pense aussi que le mot changement était très connoté, restructuration, impact sur l'emploi, etc. On parlait souvent de changement quand on allait faire ce qu'on appelle une restructuration en France. Donc c'est vraiment se poser, y compris la question de la dynamique d'emploi qu'il pourrait y avoir derrière dans une entreprise. Et en fait, on a utilisé le mot transformation au début, on va être un peu honnête, un peu pour camoufler tout ça et revigorer l'idée du changement. Et en fait, transformation, c'est un mot qui a une vraie origine quasi sémantique, qui est en fait l'idée qu'on va changer de forme. Transformer, c'est passer d'une forme à l'autre, c'est trans et formation de l'autre côté, donc c'est vraiment passer d'une forme à l'autre. Et c'est cette idée un peu caméléon qu'en fait un système, une organisation, un individu aussi, parce que c'est totalement applicable sur tous les champs, va changer de forme de manière régulière, quasi permanente. Si on est honnête, on change de forme de manière quasi permanente dans nos corps, ne serait-ce que nos défenses immunitaires pour nous défendre, etc. Nos cellules. Ouais, exactement. Donc en fait, il y a un mouvement permanent, un mouvement très fort du système qui passe son temps, alors moi ce que j'aime bien dire, à s'adapter et en même temps à se transgresser, c'est-à-dire à réinventer ses propres règles. Et en fait, la transformation, le mouvement de transformation, c'est ça. Et le mouvement de transformation, la particularité, c'est ce que j'aime bien dire moi à mes clients et travailler avec eux, c'est qu'il y a la cible qu'on aimerait avoir, puis c'est bien d'en avoir une si vous voulez. Mais ça ne fait pas une transfo. Ça pourrait faire une belle conduite du changement, mais ça ne fait pas une transformation. Une transformation, c'est doter en fait le système, révéler au système sa propre capacité à se changer par lui-même. C'est de pointer cette capacité à changer de forme. Et en fait, le mot transformation, il vient des courants que moi j'adore, vraiment spécialistes qui sont la systémique et la cybernétique, où on regarde vraiment dans la globalité un système et on voit en fait comment les interactions bougent. Et le fait que les interactions bougent, ça fait changer de forme le système. Et donc, la transformation, c'est accepter ce mouvement permanent. Donc, ce que j'aime bien dire à mes clients, moi, c'est OK, on se fixe 2 ans, 3 ans pour un plan de transformation, mais vous êtes conscient qu'il y en aura peut-être un autre après, mais qu'en fait, ce qu'on veut essayer de déclencher derrière, c'est ce mouvement de transformation continue. Et d'auto-organisation ou de capacité à s'auto-organiser en fonction de ce qui se présente, par exemple. Alors, Varela, il parle d'autopoïèse, qui est moi un mot que j'aime beaucoup, qui est cette capacité des systèmes à par eux-mêmes se transformer. C'est ça aussi qui est très différent, c'est-à-dire transformer, c'est accepter de lâcher prise aussi sur le système, de soutenir, d'enlever un peu de contrôle
pour que le système par lui-même il fasse ses choix et il s'auto-modifie. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est si vous savez déjà la route que vous voulez employer et la cible que vous voulez employer, en fait, vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Tout est déjà verrouillé, en fait. Si la route est verrouillée, le lieu où vous allez, c'est là que l'intelligence artificielle aujourd'hui est la meilleure, puisqu'en fait, vous verrouillez votre GPS ou votre voiture autonome, elle vous y amène. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas besoin de cette capacité humaine, si vous voulez, de gestion de la complexité, de gestion de l'inattendu ou de l'incertain, pour à un moment se dire je vais peut-être prendre ce chemin-là plutôt que celui-là, en fait. Donc la transformation, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça et elle a de ça de magique qu'en fait qu'elle révèle au système ou aux organisations des capacités qu'elles ont déjà, en fait. Exactement, dont elles ne se rendent pas compte qu'elles ont déjà. Et moi, c'est ce que j'aime le plus dans les plans de transfo, c'est quand le dirigeant vous regarde en disant en fait, j'étais sûr qu'on savait le faire et en fait, on sait le faire. Oui, en fait, vous saviez vraiment le faire. Donc, cette transformation, c'est ça. Alors après, la sémantique autour du changement permanent, etc. Je sais qu'en ce moment, on dit beaucoup, en fait, on est dans une ère où le changement doit devenir permanent, etc. Oui, mais il l'a toujours été. En fait, la transformation, elle est là depuis très longtemps. Je pense que c'est juste que pendant quelques années, notamment par stabilité des marchés et stabilité des façons de produire, en fait, on s'est habitué à penser que tout était contrôlable, tout était mesurable, tout était structurable. Dans la transformation, on réintroduit un peu aussi une grosse dose d'incertitude, une grande dose de pensée complexe, chère à Edgar Morin. C'est vraiment l'idée de dire tout n'est pas prévisible, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. C'est pas parce que ce n'est pas prévisible que justement, on ne peut pas profiter de la capacité du système à gérer cette complexité. Donc on va au-delà de finalement l'organisation un peu scientifique du travail qui a guidé tout le début du XXe siècle et même le milieu du XXe siècle. Et là, en fait, on est finalement dans une phase postérieure où on intègre le fait que finalement cette question du contrôle, de la prévisibilité n'est pas un absolu sur lequel on peut s'appuyer, mais du coup on profite finalement de cet inattendu, de cet incertain qui peut survenir pour que les organisations prennent conscience de leur propre capacité à évoluer. Exactement. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il ne faut pas gommer. C'est-à-dire, je ne fais pas partie des gens, même si je peux forcer le trait de temps en temps en intervention, moi, je ne pense pas qu'il y a un monde d'avant, un monde d'après, etc. On est dans un monde et on prend conscience de ce qui se passe. La phrase qui m'a le plus marqué dans la transformation, ça parle aussi de mon goût de la transformation dans l'enfance. Moi, j'ai été bercé par des professeurs de physique absolument exceptionnels quand j'étais jeune, qui m'ont donné le goût de cette science-là, c'est-à-dire la science de l'observation, la science qui regarde ce qui se passe. Et en fait, c'est la loi de Lavoisier que j'avais toujours dans la tête. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans la transformation, il y a cette idée qu'on n'a pas besoin de créer sans cesse du nouveau pour que ça change. On peut utiliser ce qu'il y a aujourd'hui. Moi, j'aime bien prendre l'analogie culinaire, je sais que ça va te parler. C'est l'idée de j'ouvre le frigo. Dans le frigo, en plus, moi, je suis nul là-dessus, donc c'est assez drôle d'en parler, mais dans le frigo, il y a ce qu'il y a. Mais il faut que je fasse un plat le soir. Je fais avec. Voilà, je fais avec ce qu'il y a. Et en faisant avec ce qu'il y a, je développe moi-même des compétences, j'utilise moi-même des compétences en fait que je n'avais pas, ou mon organisation va mettre des choses en place. Et en fait, ça va révéler des choses qu'on est capable déjà de faire, plutôt que d'attendre et de se dire on saura les faire plus tard. Et la transformation, elle nous parle vraiment de ça. Elle nous parle de cet instant-là, etc. Moi, j'aime bien dire, en souriant, c'est un truc que j'ai partagé avec certains collègues. Je ne sais pas si vous connaissez la série Fais pas ci, fais pas ça, mais la transformation, c'est savoir faire un fourzi-tout. C'est-à-dire un plat du soir, finalement, où on fait avec ce qu'on a sous la main, y compris les restes, On essaie d'amener ça. Et en fait, là-dedans, il y a une énorme valeur. Parce qu'on découvre en fait des capacités d'innovation, des capacités d'excellence, etc. Tout se joue à cet endroit-là. Et en fait, c'est à la fois notre capacité de gérer des choses un peu prévisibles et structurées, dont on a toujours besoin, mais augmenter de cette part de créativité, d'incertitude, d'imprévisibilité du moment, quoi, de ce qu'on peut faire sur le moment. Et dans l'entreprise, on a un petit peu perdu ça, en pensant que tout se planifie, qu'un plan d'action, ça se gère sur tant de mois, un plan stratégique, c'est 3 ans. Vous voyez, on a plein de présupposés comme ça. Et en fait, questionner déjà ce présupposé est extrêmement pertinent en fait, et passionnant dans le moment dans lequel on est.
Et je pense que l'accélération du monde, c'est-à-dire en fait la globalisation, l'Internet, les phénomènes viraux comme on a vécu récemment, nous prouvent bien qu'en fait on est dans un monde où il y a tellement plus d'interdépendance que le monde de notre jeunesse, en fait, où la globalisation des marchés a amené des interdépendances absolument extraordinaires. À tous les niveaux. Au sens extraordinaire, hein, c'est-à-dire pas du tout habituel par rapport à ce que nous gérions avant. Eh bien, en fait, la conséquence directe de ça, c'est une augmentation de la complexité du monde et donc une augmentation de l'incertitude et de l'imprévisibilité. C'est-à-dire, en fait, nous l'avons souhaité, cette augmentation-là. Et donc, cet environnement qui change oblige l'entreprise, le dirigeant, le collaborateur, enfin, tout ce monde productif, en fait, à se questionner lui-même sur sa façon de gérer et donc à lui-même de devoir sortir de la gestion du prévisible, en fait. Alors, du coup, si on est en transformation permanente, la question que moi, j'avais envie de te poser aussi, c'est que est-ce qu'on est dans une transformation qui va être plutôt réactive dans les organisations à ce qui se transforme autour de nous, ou est-ce qu'on est dans une forme de transformation prospective en essayant finalement de percevoir des signaux faits, d'anticiper ce qui va se passer, ou est-ce que, et c'est là-dessus que par rapport à ce que tu viens de dire, j'aimerais bien qu'on y revienne, c'est est-ce que finalement ça n'a pas de sens de se poser cette question-là de réaction ou prospection, puisque finalement on est dans un mouvement continu? Alors, bien sûr, ça va être la troisième assertion, quoi, je dirais. Hein. C'est forcément l'idée de ce mouvement continu qui est derrière, etc. Après, une fois qu'on a dit ça, bon, on est bien obligé à un moment de rentrer un peu dans le détail. Moi, c'est aussi ce qui m'intéresse dans la modélisation, c'est d'amener des choses pragmatiques à l'entreprise. Si je lui dis, vous avez une capacité de changement permanent, vous, en tant que dirigeant, vous ne vous rendez pas compte, mais vous bougez tout le temps, bon, bah, super. Mais ce n'est pas les codes de l'entreprise aujourd'hui. Donc, il faut jouer avec ça et permettre à l'entreprise de se saisir de ce sujet. Donc, je dirais que c'est une alliance de deux mouvements. Ça a été très bien théorisé dans les années 90 par l'école de Stanford, qui a travaillé sur une théorie qui, moi, me passionne, qui est la théorie de l'ambidextrie, qui est de dire, en fait, une organisation performante, c'est une organisation qui est à la fois excellente, c'est-à-dire qu'une entreprise, une organisation plus exactement d'ailleurs, qui va s'adapter, c'est-à-dire créer, en fait, de l'exploitation de ses ressources au mieux qu'elle a. C'est-à-dire les ressources, ça peut être des ressources internes ou externes, hein, ça peut être le marché, ça peut être les ressources de compétences internes, les ressources matérielles y compris. Hein. Mais elle a cette capacité d'excellence. Ça, c'est quelque chose que globalement, bon, évidemment, c'est toujours perfectible, hein, mais pendant les 20 dernières années, avec toute cette démarche d'excellence opérationnelle, etc., on a beaucoup appris à faire. Le problème, c'est que cet endroit-là nous amène à travailler dans ce qu'on appelle, dans une forme d'environnement fini, c'est-à-dire un environnement où tout est dénombrable, tout est calculable, tout est structurable, tout est prévisible en fait. Et on a l'impression que le monde n'est que comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout prévoir, on peut tout structurer, puis si on est très bon là-dessus, ça ira très bien. C'est un monde passionnant mais limitant. Et d'ailleurs, on l'a bien vu parce que la reine des entreprises de ça, c'était General Electric. Et depuis quelques années, on voit bien que General Electric est en peine parce qu'il s'est passé un mouvement, notamment impulsé par la transformation digitale, qui a fait qu'il faut avoir une autre polarité en même temps. Et cette autre polarité en même temps, j'utilise bien le mot en même temps, je sais qu'il est très à la mode en France, mais il parle vraiment de ça. Cette autre polarité, c'est la polarité d'exploration. C'est la capacité, en fait, à sortir du cadre et d'aller explorer du nouveau. Donc, c'est y compris dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, saisir des nouvelles opportunités, tous les pépites du type on a toujours dit qu'on faisait comme ça. On a toujours fait comme ça. Voilà, c'est évident qu'il faut faire ça, etc. En fait, c'est de se dire non. Voilà, ça, c'est explorer. C'est aller explorer, c'est sortir de cette excellence opérationnelle qui est un gros atout. Hein. Moi, je ne la remets pas du tout. Elle stabilise le système, donc elle est très importante. Mais on a besoin de cette démarche d'exploration. Et cette démarche d'exploration, c'est la démarche de réelle innovation. C'est-à-dire, c'est la démarche, en fait, d'aller chercher du nouveau. Et moi, j'aime bien innovation parce que c'est innover. Donc, c'est dedans. Hein. C'est pas, on n'innove pas. Certes, on amène des choses sur les marchés, mais on n'innove pas en imaginant des trucs qu'on ne sait pas faire. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est une démarche aussi que moi, j'appelle de transgression. Parce qu'en fait, pour être dans la démarche d'exploration, il va falloir lutter contre la stabilité du système. C'est-à-dire l'excellence opérationnelle va toujours nous ramener
à essayer de faire les choses avec des process marqués, comme on a dit qu'on le ferait, parce que ça amène de la performance, etc. Le domaine de l'exploration, on explore y compris sa façon de faire, sa façon de penser les processus de travail, etc. Donc en fait, il faut une vraie capacité de transgression. Il faut une capacité qui est d'aller dire, pour les individus, et c'est pas simple, hein, c'est d'aller dire à l'autorité du système, je vais faire comme ça et c'est pas dans les règles. Donc, 2 jambes, on va dire, un peu... de bras, ouais. Moi, j'aime bien dire de bras. Ouais. De bras, oui, ambidextre, et plutôt des bras, ou de mains. Du coup, une qui est plutôt stabilisante et dans l'excellence de l'exécution, finalement, et une qui est plutôt dans l'exploration. Quelle place, quel rôle pour le dirigeant dans une organisation, finalement, qui aurait ces deux compétences en même temps? Alors, en fait, il y a une démarche qu'on va appeler quasiment holographique, hein, parce qu'en fait, on peut imaginer qu'en fait, ce double mouvement, il s'incarne partout, en cohérence et en congruence, que ce soit à l'échelle de l'individu, à l'échelle de l'équipe de travail, à l'échelle du département du service, de la business unit, ou même du grand groupe, si on est dans ce cas-là. Et si on applique ça, le dirigeant, il a un rôle très important, c'est-à-dire qu'il a un rôle de lui-même montrer qu'il est en exploitation de ses propres ressources et en exploration de ses propres ressources ou d'autres ressources possibles. Ça oblige le dirigeant à, premièrement, forcément être plus élégant, parce qu'en fait, si on veut que sa boîte explore, il faut que... il laisse une marge finalement de manœuvre à d'autres pour explorer. Il faut qu'il donne l'autorisation d'exploration. Voilà, c'est qu'il la donne, etc. Alors, dans un contexte, parce que bien sûr, imaginez que toute la boîte se mette à explorer du 24-24, les clients seraient plus servis. Enfin voilà, il ne faut pas rentrer non plus dans cette idée drastique que si on ouvre et si on autorise l'exploration, il va se passer ça. En fait, il ne se passe jamais ça. Les systèmes, les organisations font quand même le maximum pour rester stables, hein. Donc en fait, c'est plus donner une autorisation d'aller regarder un peu ailleurs, d'être curieux, de remettre en question, etc. Et en fait, souvent, les dirigeants le font, hein. Ils nomment des ambassadeurs du changement, de la transfo. Enfin, ça dépend de toutes les organisations dans lesquelles on est. Le problème, c'est que souvent, ces ambassadeurs sont choisis parmi les meilleurs du système de l'excellence opérationnelle, donc ils ne sont pas forcément, j'allais dire, les premiers à vouloir le changer. Ça, c'est un vrai sujet, hein, de repérage et de pilotage de la transfo, hein. C'est être attentif au fait que on risque de prendre des gens qui sont à l'image de ce qu'on veut changer. Donc, comment on prend bien ça en sens. Et deuxièmement, souvent, le dirigeant, il va déléguer ça. C'est-à-dire, il va se dire, moi, c'est mon sujet, mais c'est pas mon sujet, en fait. Partout où moi, j'ai travaillé dans les organisations avec qui je conduis une transformation, on sent que le dirigeant bouge très fort. C'est-à-dire que lui-même, il met sur la table sa propre exploration, sa propre exploitation, et donc ça contamine le COMEX ou le comité de direction dans lequel il est, voilà. Et donc, il va accepter en tant que dirigeant quelque chose de difficile encore, hein, dans notre culture, qui est de pointer là où ça ne marche pas pour lui, là où il se questionne lui-même dans sa façon de faire, etc. Alors, il y a plusieurs endroits pour le faire, hein, mais je pense qu'il faut ce degré d'ouverture et degré de latitude pour lancer une transformation, une vraie transformation. C'est-à-dire il faut avoir la conviction qu'en fait, ça va pas être simple parce qu'on va aller sortir des choses pas très simples. On va, par exemple, soulever tous les tabous, les interdits, les choses qu'on fait comme si elles n'existaient pas parce qu'on fait avec dans l'organisation depuis des lustres. Et puis voilà, on va être obligé d'ouvrir le moteur, de les regarder et d'y aller. Et qu'en les regardant, on va regarder sa propre, entre guillemets, responsabilité ou contribution dans le système comme ça et que nous-mêmes, il va falloir changer quelque chose. Mais en fait, ça a une vertu énorme. C'est-à-dire que pour l'avoir fait plusieurs fois, puis moi, je trouve qu'il y a une œuvre qui est vraiment passionnante là-dessus, qui est celui de Vinette Nayar, hein, Employee First, Customer Second, où lui, il parle vraiment bien de ça et de sa propre expérience en tant que dirigeant. On voit bien que si vous voulez, quand vous changez quelque chose à l'intérieur de vous, quand on change en tant que dirigeant quelque chose, ça va plus loin que soi-même, quoi. Et ça, c'est aussi un grand enseignement des derniers temps, c'est-à-dire le dirigeant très communicant, très charismatique qui vous dit où ça va, oui, mais c'est pas suffisant. C'est plus du tout suffisant. Je pense qu'il n'y a plus d'adhésion à ça, en fait. Donc, c'est une question de capacité à se remettre en question et à le dire, c'est-à-dire à se mettre finalement en vulnérabilité, si on peut dire ça comme ça, face à son COMEX, face à... Comment ça se gère, ça, en termes d'image ? Je pense qu'en fait, ça se gère avec une ambition. Alors moi, je crois beaucoup au collectif. On avait fait une étude avec... j'ai participé à une étude avec SCP Europe et à l'époque Europe Business School maintenant et avec NetExplo à l'époque, dont j'étais associé.
Nous avons travaillé avec Franck Bournois, qui est donc le dean de SCP Business School, sur une étude sur les talents, le futur des talents. On est parti du digital, on a fait une étude un peu mondiale avec l'IFOP, c'était assez passionnant. Et en fait, en faisant cette étude, on s'est rendu compte que, premièrement, il y avait une attente très forte dans l'entreprise que les dirigeants ne changent par eux-mêmes. Et un des deuxièmes vecteurs, alors il y a plein d'enseignements dans cette étude, mais un des deuxièmes vecteurs que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que le lieu de transformation, c'est pas l'entreprise dans sa globalité. C'est-à-dire, si on commence à dire je veux transformer toute ma boîte, bon courage, parce qu'en fait, c'est énorme. Il y a des effets de ce qu'on appelle de scalabilité, maintenant, c'est le mot à la mode, qui sont très compliqués, parce que tout de suite, je sais pas, si j'ai 5000 personnes, c'est déjà très questionnant sur comment on va faire, etc. En fait, on se rend compte que ça se passe dans les équipes. C'est dans les équipes que les choses se transforment. Et en fait, la première des équipes d'une entreprise, c'est le COMEX et le CODIR. Et en fait, moi, mon constat personnel, alors ça n'engage que moi évidemment, mais c'est que c'est un des endroits où il y a le moins d'accompagnement, en fait, où il y a le moins de travail de coopération et collaboratif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les dirigeants sont très pris par l'agenda que leur crée l'entreprise. Et donc, souvent, les COMEX ou les CODIR sont des endroits où finalement on échange très peu et on fait beaucoup d'échanges. Enfin, on fait beaucoup d'échanges d'informations, ce qu'on appelle le niveau collaboratif, c'est-à-dire s'informer entre soi, etc. Mais on fait très peu d'actes de coopération. On va rarement construire des choses ensemble dans un COMEX. Et en fait, moi, dans tous les endroits où j'interviens, le premier truc qu'on fait dans la transfo, c'est, une fois que le dirigeant est convaincu, c'est de travailler avec le COMEX sur évidemment sa propre compréhension de ce qui se passe, mais aussi son propre mode de fonctionnement, qui est forcément à l'image de sa structure. Et en fait, quand on accompagne ça en profondeur, là, j'ai 3-4 sociétés que moi j'accompagne sur la longueur, c'est plutôt mon mode de fonctionnement, je travaille essentiellement à cet endroit avec eux, puis après on tire en fait des fils. C'est-à-dire on se rend compte que, je ne sais pas, par exemple, vous avez un sujet de planification, vous avez un sujet de conception, etc. Et que là, on peut aller travailler parce qu'en fait, il est vu par le COMEX et le COMEX le définit comme une priorité. Ce n'est pas l'idée que le COMEX voit tout et fait tout, mais il a un rôle en fait d'architecture. Il a un rôle très important dans une entreprise qui est d'être la clé de voûte en fait de l'architecture de ce qui se passe. Après, le travail va se faire localement. Et il y a plein de choses qui peuvent remonter du local vers eux et ils peuvent, eux, impulser au niveau global un certain nombre de choses. Mais on a besoin que le COMEX travaille sur lui-même en fait. Et soit finalement une espèce de maillon, c'est ça, entre peut-être le dirigeant et les équipes opérationnelles. Ce serait ça un peu le rôle du COMEX ? Oui, alors en le voyant différemment, parce que le problème qu'on a, c'est qu'on est pollué dans nos têtes par une vision très tayloriste du travail qui fait que dès qu'on parle d'une organisation, on voit une pyramide. Une hiérarchie. Voilà, et que donc on se dit, il y a le dirigeant qui est tout seul en haut, là, et Dieu sait que c'est compliqué d'être tout seul là-haut. Et puis, il y a les équipes qui sont en bas et qui peuvent des fois être très à distance. Et Dieu sait aussi qu'à cet endroit-là, c'est compliqué d'être à distance de la stratégie et d'être dans les problèmes opérationnels. L'idée d'un espèce d'intermédiaire qu'on a beaucoup théorisé autour de la notion de middle management ou ce genre de choses, à mon avis, n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, cet intermédiaire, ça devient tout de suite une brique. On ne sait pas comment ça fonctionne. On va rentrer dans du reporting. Enfin, tous ces sujets-là qu'on connaît par cœur dans l'entreprise et qui sont à la fois nécessaires et extrêmement difficiles. Je pense que là, dans la transformation, la question, c'est plutôt de dire comment un COMEX va irradier un projet qui est suffisamment ouvert, c'est-à-dire qui est à la fois un angle d'exploitation très fort, c'est-à-dire un cadre, on définit un cadre, et puis on va laisser les équipes s'incarner là-dedans, et en même temps, un domaine exploratoire qui permet de sortir un peu. Donc moi, j'aime bien représenter les organisations de manière circulaire, avec l'idée de dire peut-être qu'on pourrait imaginer une forme de COMEX au centre, enfin en tout cas de comité de direction au centre. Et à cet endroit-là, il se passe des choses qui irradient et ils sont nourris eux-mêmes de ce qui se passe vers la périphérie du cercle. Plus un cœur finalement qu'une tête. Plus un cœur, une cellule, comme on a envie de le voir, quoi. Mais plus cette idée un peu système, quoi, qui fait que c'est pas parce que j'envoie, vous savez, tu vois, l'idée de top-down et de bottom-up, en fait, moi, je les comprends, mais en fait, on voit bien, c'est comme ta question de tout à l'heure, en fait, il faut l'alliance des deux, en fait, tout le temps. Donc, quand on essaie d'allier les deux, c'est toujours compliqué parce qu'on se retrouve toujours à se questionner, est-ce qu'on fait du top-down ou est-ce qu'on fait du bottom-up ? En fait, non, c'est une circulation qu'il faut arriver à créer. Et moi, je crois beaucoup dans le rôle du COMEX de faire ça, c'est-à-dire d'être une forme de premier moteur en fait, pour faire bouger la boîte. Et donc, en fait, c'est aussi à cet endroit que ça transforme. C'est pas que à cet endroit, mais c'est un des endroits qui transforme. C'est une cellule de l'être vivant
quelle entreprise. L'organisation. Ouais. Ok. Si on revient sur la question de la transformation et de la transformation des organisations et qu'on a un projet de transformation, quelles questions est-ce qu'il faut qu'on se pose pour démarrer, pour lancer le projet ? À quel moment, donc on a entendu que c'était quelque chose de constant, mais à un moment donné, tu le disais aussi, dans l'organisation, on va prendre un temps pour conceptualiser la transformation qu'on a envie d'engager ou d'accompagner si on se rend compte que finalement on est déjà un peu dedans et qu'on a envie de voir comment ça évolue. Comment on démarre ? Quelles questions est-ce qu'on doit se poser quand on est dirigeant ou dirigeante de l'organisation ? Alors pour moi, il n'y en a qu'une seule en fait. Alors après, on peut décliner plein de choses, mais il n'y en a qu'une seule, c'est de quoi on a envie. C'est pas qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Parce que là, on est déjà dans la mise sous contrainte du système, donc en fait, on va rien changer. En fait, dans la réalité, je crois très très peu à cet endroit-là, en tout cas, à la valeur du benchmarking, à la valeur de ce genre de choses, ou à la valeur de la contrainte, de se dire ah oui, alors le marché il est comme ci, etc. Bien sûr, toutes ces données elles sont importantes, mais en fait, la question centrale pour moi, c'est l'envie collective. Et cette envie collective, pour moi, il y a un seul organe qui est payé pour ça, au sens l'envie stratégique, là où on veut aller, qui fait ce pari-là, c'est le comité de direction et plus particulièrement le dirigeant. Et donc, un des premiers travaux à faire pour moi, c'est de libérer cette envie. C'est de sortir de l'ultra-rationalité pour revenir à, en fait, qu'est-ce que je sens de cette société, de cette structure, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, qu'est-ce qui me projette, qu'est-ce qui me motive. Parce que l'envie, c'est ultra communicatif. Quand on est clair là-dessus, en fait, c'est hyper simple d'embringuer les équipes. C'est beaucoup plus difficile, moi, je trouve, de les emmener sur des lots de slides qui rationalisent ou communiquent toute l'information. L'envie, il suffit de voir un sportif qui adore son sport. On a envie, moi, je regardais un petit bout de JO. Je regardais un perchiste, un sauteur en hauteur, un judoka. Quand on les entend parler, ils aiment tellement ce qu'ils font, ils ont tellement envie d'y aller qu'en fait, vous avez envie d'y aller aussi. Alors que, je pense que j'aurais quelques mal, mais c'est ça que je trouve intéressant. Et donc, cette envie-là, ça se concrétise par du travail, qui est un travail qui combine exploration-exploitation, comme je disais tout à l'heure, où on va aller regarder des datas, mais on va aussi se poser les questions de finalement qu'est-ce qu'on sent ensemble. Et c'est un vrai dialogue au sein des instances déjà de dirigeants. Et moi, j'aime dire, cette instance-là, elle doit prendre un coup d'avance. C'est-à-dire, elle doit prendre quelques mois d'avance sur le moment où elle va déléguer en fait son premier cadre, sa première vision, au reste de l'entreprise pour que ça se mette en musique, etc. Et en fait, c'est un travail de design global. C'est un travail d'architecture. C'est-à-dire, c'est vraiment, je pense, l'architecture de ma tour, de ma maison, etc. Donc, j'ai quelques notions qui font que je sais que si je fais une base très, très faible, ça va être compliqué que ça tienne. Donc, j'ai ces notions-là. Donc, je ne suis pas non plus dans l'irréalisme. Je ne suis pas non plus dans le rêve complètement délirant. Je suis dans quelque chose de solide, mais je ne suis pas dans le travail de précision. C'est-à-dire, je ne suis pas encore à me poser la question, est-ce qu'on mettra du parquet ? Est-ce qu'on mettra quel matériau on va utiliser, etc. J'ai une envie qui va s'incarner par rapport à ça. J'esquisse, en fait, d'une certaine façon, l'envie. J'aime bien le mot. J'aime bien le mot esquisse, je te le volerai. C'est vraiment cette idée-là, cette idée de faire une architecture. Moi, ce que j'appelle faire une architecture. Ça, c'est le premier rôle, pour moi, de ces instances de dirigeants quand on veut impulser une transformation. Et après, c'est de laisser faire. Et c'est là que c'est le plus difficile. C'est-à-dire, c'est de sortir du rôle de « je ne vais pas devenir la maîtrise d'œuvre » ou la super maîtrise d'ouvrage. Je vais confier ça aux équipes, leur déléguer pour qu'elles-mêmes, elles réfléchissent, elles se l'approprient, elles proposent elles-mêmes des ratures, des plans, des trucs, etc. dans tous les sens. Parce que là, va s'inviter un deuxième phénomène que moi j'adore, qui est la surprise. C'est-à-dire, en fait, souvent, en tout cas dans ce que je fais avec mes clients, on est surpris de la réponse des équipes. C'est-à-dire, des fois, là où on pensait que c'était évident, etc., en fait, ça l'est pas tant. Et là où on pensait que ça allait être super compliqué, en fait, ça l'est pas tant non plus. Et c'est ça qui est magique dans la transformation. C'est que, comme vous quittez le monde de la prévisibilité, en fait, on prend ce qui vient, on est surpris par ce qui se passe, et en fait, on va rentrer dans un mécanisme de délégation où le système va se mettre en mouvement. Voilà. Et en général, les COMEX ou les dirigeants, ils font pas des plans, ils proposent pas un plan de transformation qui est délirant. Ils proposent quelque chose qui est cohérent, en fait, qui est congruent avec Ils sont une émanation de la structure, donc ils sentent eux-mêmes ce qui se passe. Et en fait, quand on a bien travaillé ça, là, c'est formidable parce qu'il y a le mouvement du vivant qui se met en place. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de se voir en fait que ça va bouger. Puis des fois, j'ai un client une fois, ça me fait toujours sourire.
Au bout de 3 mois, on avait fait 6 mois de réflexion ensemble. On avait vraiment travaillé en profondeur, même un peu en vase clos, hein, un peu en secret. C'est-à-dire le COMEX avait travaillé en secret. Ils ont lancé les choses. Et quand ils ont lancé les choses, ils ont juste dit voilà vers quoi on veut aller, voilà, et c'est vous qui allez le faire. Et alors, ça a un peu dérouté au départ, hein, parce que dans les structures, on a l'habitude d'arriver en disant alors lui, c'est le patron de ça, machin, le plan, il est comme ça sera fait dans 6 mois, etc. Là, en fait, on s'est donné le temps. Et en fait, ce qui était très amusant, c'est qu'après, moi, j'ai continué à accompagner ce COMEX. Et en fait, tous les mois, il me disait en fait, ça va plus vite que ce qu'on avait prévu. Et là, ça oblige l'instance dirigeante à passer dans un deuxième acte de transformation qui est la supervision, qui est en fait non pas d'agir sur tout, mais d'alterner des moments où on va redire ah non, là on voudrait plutôt ça, ou de dire ah cette solution j'y crois pas, etc. Et en même temps de coacher et de conseiller leurs équipes pour qu'elles grandissent vers ce qu'on a envie de faire. Et donc dans ce mouvement-là, y compris de soi-même se dire ah oui mais en fait on n'avait pas vu le truc comme ça en tant que COMEX, on pourrait faire un truc encore mieux que ce qu'on avait prévu et les équipes nous disent que c'est faisable. En fait, on déconstruit complètement la notion de conduite du changement. On rentre dans quelque chose où on nourrit ce double mouvement dans la structure. Et pour ça, il faut être très fort sur l'architecture, c'est-à-dire maintenir le cadre. C'est-à-dire, en fait, on veut que ça soit comme ça, c'est les grands principes. Mais par contre, très souple sur la supervision, c'est-à-dire pas devenir le grand commandant en chef et le releveur des compteurs de travail, quoi, ou le contrôleur des travaux finis. C'est pas facile, hein, c'est compliqué parce qu'en fait, le dirigeant, il doit trouver une nouvelle posture d'autorité. Il doit quitter la posture d'hyper-contrôleur. Il doit mettre du contrôle. Moi, je suis pas de ceux qui disent qu'il en faut pas. Mais il doit aussi laisser le système faire pour lui-même être surpris ou lui-même détecter en fait des endroits un peu marécageux qu'il n'avait pas vus, où il se dit bon là il va falloir qu'on bosse quand même. Par exemple, une des boîtes avec qui je bosse en ce moment s'est rendu compte que sur les questions de management il y avait un petit peu de travail. Donc on est en train de pointer ce sujet-là. Mais c'est plus un drame, c'est plus hystérique comme problème. Ça devient un truc où on se dit tiens c'est intéressant, on va aller se consolider là-dessus. Est-ce qu'il y a des conditions justement à réunir, entre guillemets, parce que dans ce que tu dis, à un moment donné, si on délègue aux équipes et qu'on est dans des organisations où il y a plusieurs services, divisions, est-ce qu'il y a une condition de transversalité? Est-ce qu'il y a une condition éventuellement de maturité aussi de l'organisation pour être capable de sentir là où elle peut aller, là où elle peut pas aller? Est-ce qu'il y a un peu des conditions à réunir pour lancer ce type de démarche sous cette forme-là? Ou est-ce que ça vient en faisant? Les deux. C'est mon côté grandi en Normandie qui dit ça. Le premier acte qui est le plus marquant, par contre, c'est la décision de priorité. Pour moi, une transformation, si vous voulez, c'est on va prendre quelques sujets au fur et à mesure. Et donc, en fait, on va prioriser. Donc, c'est pas ouvrir 50 chantiers, par exemple, en même temps. Ça ne donne rien, ça vous disperse les ressources, etc. Il faut avoir 3-4 grands chantiers sur lesquels on met du focus, on met de l'énergie, puis on sait qu'on a mis des choses de côté. Et ça, c'est très dur aussi en ce moment dans les organisations. Hein, d'accepter de laisser des choses. Ouais, voilà. D'accepter de laisser, d'accepter qu'il faut des priorités, d'accepter de mettre de côté, etc. Et en fait, on sait très bien que après, par les cycles, hein, ça dépend des sujets prioritaires, mais des fois, on en a traité pendant 6 mois, 1 an et demi. Puis après, il y a d'autres sujets qui s'inventent. Donc, avoir cette idée de la transformation permanente, c'est ce mouvement permanent-là. J'ai un de mes clients qui dit souvent, on avait créé une direction de la transformation dans sa nouvelle organisation, et puis en fait, en chemin faisant, il me dit, mais en fait, on en aura toujours besoin de ce rôle-là. Alors, c'est pas une grosse direction de la transformation, hein, c'est une directrice de la transfo, et en fait, cette personne-là, elle porte attention sur ça, sur le fait que on a bien des priorités du moment, on les fait évoluer, on les sécurise, on passe à autre chose, il y a d'autres choses qui s'invitent, etc. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est pour moi la première condition nécessaire. La condition de transversalité dont tu parlais, elle est très importante. À partir du moment où elle est portée par le COMEX dans sa globalité. C'est-à-dire la solidarité au sein du COMEX et du CODIR est très importante. Évidemment qu'ils ne sont pas toujours d'accord, soyons honnêtes entre nous, ils ne le sont pas toujours. Ils ne sont pas toujours alignés sur tout, et ce n'est pas grave. Mais par contre, là où ils vont définir de la priorité, il y a du soutien, il y a de la solidarité. Et puis c'est aussi accepter aussi qu'une transformation, ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, si j'ai une société de 5000 personnes, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il y a 5000 personnes qui vont travailler sur ou être impactées tout de suite par la transfo. Ça, c'est une vision de l'esprit. C'est en fait l'idée de se dire que dans les priorités, on va avoir des petits endroits locaux où il y a des projets, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement.
on accepte que ça les met en mouvement et ça va viralement, par effet de tache d'huile, en fait, contaminer ou déployer ailleurs d'autres sujets. Et c'est ça qui est génial parce qu'en fait, le mouvement crée du mouvement. Donc c'est un peu les rondes dans l'eau. Oui, par exemple. C'est l'idée, en fait, vraiment, ça c'est important. C'est amusant parce que ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets-là, mais récemment, je me suis rendu compte à quel point... Moi, j'avais tendance à très théoriser, voilà. Pour être clair, je suis un enfant des formations françaises. Donc, en fait, il faut que tout soit planifié, réfléchi avant, etc. Et même quand je vous dis ça, moi, mon grand défaut, c'était de vouloir un peu trop planifier, trop modéliser. Donc, je me bats souvent contre moi-même dans mes missions pour pas aller trop loin dans ce que je préconise à mes clients. C'est la particularité de l'accompagnateur. On est toujours nous-mêmes l'objet de ce qu'on va défendre. Et donc, en fait, il faut arriver à arrêter ce mouvement de théorisation, de conceptualisation pour rentrer dans la question du mouvement. C'est-à-dire agir et penser en même temps. Et pas penser qu'il faut toujours tout avoir pensé avant d'agir. J'aime bien prendre l'idée de la marche. Quand on marche, on bouge et en même temps on pense, quoi. Et en fait, le fait de marcher nous fait penser à autre chose. Le fait de penser à autre chose nous fait marcher différemment. Donc, il y a une connexion entre ces deux choses-là qui est très importante. Donc, moi, ce que j'aime dans la transfo, c'est de dire il faut passer à l'action. C'est-à-dire, il y a un passage à l'acte. Ça, c'est le psychanalyste qui va parler. C'est vraiment, il y a un passage à l'acte et au mouvement. Et le mouvement génère du mouvement. C'est incroyable de voir... comment, quand on bouge quelque chose, ça va bouger quelque chose ailleurs. Et ça, j'y crois fortement. Donc, privilégier conditions de réussite, surtout ne pas se scléroser. Un système qui n'est que dans l'excellence finit par se stabiliser. Et la stabilité ultime, c'est le non-mouvement. C'est la sédimentation. Ça ne bouge plus et on est dans un confort. Tout le monde est OK, mais en fait, la boîte, elle a plus mouvement interne, quoi. Et ça, c'est important. Dans la dynamique du corps, on dit souvent, moi qui étais formé par Ève Berger sur les questions de mouvement corporel, elle parle beaucoup de ce mouvement interne qu'on a en nous, qui est là. Et une question de vitalité, en fait. Oui, c'est une question de vitalité, de dynamisme, etc. Et il ne faut pas non plus que ce mouvement devienne erratique. Attention, c'est pas créer du mouvement pour en créer, quoi. C'est toujours être dans le mouvement juste, etc. Donc être extrêmement sélectif et priorisant, toujours dans le mouvement, assurer la connexion dans le COMEX, de se dire, quand on porte des sujets, on va les porter ensemble. Même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Il suffit d'être d'accord sur le thème et de défendre ensemble la façon dont on va le mettre en mouvement. Voilà. Moi, je pense que c'est les conditions les plus importantes. Et ce que j'aime bien dire, c'est que derrière, il faut évidemment une condition qui n'est pas si simple que ça, c'est se parler, en fait. Réellement se parler et s'écouter. Dans l'étude que je donnais tout à l'heure, quand on a étudié les compétences qui manquaient le plus dans la transformation, nous, on s'attendait, un petit peu peut-être, enfin moi j'étais un peu naïf sur le sujet à un moment, mais on se disait, oh là là, les gens vont nous parler de disruption, d'agilité, enfin tous ces termes qui sont ultra à la mode, etc. Et en fait, quand on leur a demandé la compétence la plus nécessaire à la transformation, ils disaient l'écoute. La compétence qui manque le plus aujourd'hui dans vos organisations, l'écoute. C'est-à-dire en fait, prendre le temps de s'écouter, pas de forcément tout comprendre, mais de s'écouter pour se nourrir, pour s'entendre, pour voir les visions des uns et des autres. Et c'est à tous les niveaux ? Oui, je pense que l'écoute, elle est à tous les niveaux. Je pense que, encore une fois, les dirigeants y compris sont tellement pris dans un agenda en fait qui leur est auto-organisé par la structure. Les opérationnels aussi. Enfin voilà, on court après le client, les opérations, les problèmes à régler. Quand un truc marche pas, il faut compenser le truc qui marche pas. Donc quand est-ce que j'ai le temps d'aller regarder pourquoi ça marche pas en fait dans la réalité ? C'est vieux comme Hérode ce que je vous raconte, mais arriver à s'écouter, se poser, se dire de temps en temps on va ralentir là, une fois qu'on accélère là, etc. C'est pas simple en fait. Et même les dirigeants entre eux, ils ont peu de temps en fait pour s'écouter, etc. Donc il faut générer ce temps-là. Comment on fait ? On fait en étant convaincu. Là, c'est vraiment, il faut une conviction du dirigeant là-dessus. Enfin, moi, je dis aujourd'hui une transformation, si c'est un objet fashion à la mode, parce qu'il faut dire qu'on fait de la transfo, ça marche pas. Voilà. Ça va amener un peu de changement. Ça, je ne dis pas, on va faire des choses, mais il faut cette conviction forte qu'on peut y arriver ensemble, qu'il va falloir s'asseoir et qu'il faut savoir se remettre en question, y compris à tout niveau, que ce soit dans l'entreprise. Et ça passe forcément par les dirigeants qui sont modélisateurs, exemplaires de ça, en fait. Si eux, ils le font, ça se passera beaucoup mieux après en dessous. Et je pense que la condition sine qua non, c'est celle-là. C'est vraiment cette conviction-là. Après, je dirais peut-être aussi vouloir être accompagné, mais là, je vais défendre mon métier, c'est-à-dire
Accepter aussi que on va faire venir quelqu'un pour nous aider là-dessus, qui va pas être un expert de notre métier au sens pur, qui va le comprendre et l'entendre, qui va savoir aussi aiguiller les endroits où il voit des choses un peu aberrantes, mais qui en même temps va avoir ce savoir-faire d'accompagnement. Je crois vraiment que dans la transfo, faut être accompagnateur. Accompagner en même temps ? Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça que moi, quand on me demande qu'est-ce que je suis, je sais jamais dire si je suis coach ou consultant. Puis en fait, je pense qu'on s'en fout. Je mixe les deux parce que je pense que dans ma transformation, il faut mixer les deux. L'approche uniquement coaching de la transformation, elle a ses limites. L'approche uniquement consultante, elle a aussi ses limites. Donc, il faut arriver nous-mêmes à être l'hybride ou la représentante de quelque chose de cet ordre-là, quoi. Qu'est-ce que ça apporte selon toi d'être accompagné ? Et est-ce que c'est à un niveau individuel, à un niveau collectif ? À quel niveau est-ce que ça apporte le plus ? Est-ce que c'est... Comment tu vois les choses ? Est-ce que ça dépend des organisations ? Ça va dépendre, en fait. Alors, c'est pas une histoire de maturité. Moi, je crois pas, j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, mais je crois pas à la question de la maturité des organisations, des équipes, parce que je pense qu'en fait, les choses évoluent tellement que c'est pas comme si on montait de stade en stade et il y avait un Graal tout au bout où on sera parfait, parce qu'on sait que c'est pas comme ça. Mais je crois, par contre, qu'il y a des moments. Il y a des moments, il y a une temporalité qui fait qu'on a des choses. Et des fois, ça peut être intéressant d'accompagner un dirigeant. Moi, j'accompagne des dirigeants à titre individuel. Donc, je ne connais pas leur société derrière au sens je ne connais pas les gens dont ils me parlent. Je ne les ai pas vus. Hein. Pourtant, on fait du bon travail parce qu'en fait, ils ont besoin de poser un certain nombre de choses et de poser un regard sur l'architecture qu'ils sont en train de créer. Et ils sont demandeurs de ça. Et puis après... on peut avoir des accompagnements, comme je disais tout à l'heure, plus collectifs, où là, on va rentrer beaucoup plus dans le concret du design du plan de transfo, c'est-à-dire ce qu'on appelle coacher un comité de direction ou accompagner un comité de direction sur un plan de transfo. Pour moi, c'est un mix entre un regard sur le mode de fonctionnement de ce comité de direction pour qu'il soit optimum, ou en tout cas à l'image de ce qu'il souhaite faire pour la société, et en même temps les aider à construire concrètement les actions, les priorités, là où ils vont les mettre, etc. Puis ne pas cesser de leur pointer les choses qui se répètent chez eux, quoi. Et être accompagné, ça amène le pas de recul, le regard, le soutien. Enfin, moi, un de mes jobs que j'adore, hein, c'est de leur dire, bon, c'est compliqué, hein, vous êtes dans la gadoue, c'est pas simple, mais c'est normal. Enfin, voilà. Et de travailler avec eux la confiance en termes de prospective, comme tu disais tout à l'heure, c'est de dire... moi, je pense que vous allez y arriver. Et ce n'est pas juste une incantation de leur dire oui, je crois en vous parce que vous êtes mes clients, quoi, hein. Ce n'est pas juste ça. Je le crois profondément. Voilà pourquoi, voilà sur quoi je m'appuie, et de le répéter, de le construire avec eux. Parce qu'ils ont besoin de ça aussi. Enfin, moi, je pense que c'est important d'être un accompagnateur qui, à un moment, les aide à se solidifier dans des moments qui ne sont pas toujours simples, quoi. Une dernière question qui n'a rien à voir, mais puisqu'on est dans Plaisir de diriger et que c'est un entretien, tu ne vas pas y échapper. Tu as parlé du fourzitou. Quel est ton plat préféré ? C'est hyper compliqué comme question pour moi. Moi, j'ai une passion très forte pour le fromage, qui peut être terrible. C'est-à-dire, en fait, comme j'aime pas cuisiner, c'est un truc que j'ai essayé, c'est vraiment pas du tout ma passion, alors là, vraiment pas. J'aime bien, quand j'ai quelque chose dans le frigo, d'avoir des choses simples et faciles à faire, donc où il n'y a rien à faire, quoi. Et j'avoue que moi, je porte une grande passion à tous les types de fromages, qui fait que le plus difficile pour moi, c'est de pas finir la boîte, quoi. C'est vraiment ma passion. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu avais envie de répondre ? Je me serais peut-être posé la question qu'est-ce qui peut amener le dirigeant à transformer à un moment. Ça, c'est une question qu'on n'a pas forcément abordée sous cet angle-là. Moi, je pense qu'il faut que, comme je l'ai dit sur l'envie tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'à un moment, le dirigeant, il n'ait pas peur d'y aller, quoi. Il se dise il faut y aller, et puis c'est là que l'accompagnateur peut aider, son COMEX peut l'aider, etc. Mais c'est de vraiment... De s'écouter, quoi. J'allais dire, le premier qui doit s'écouter lui-même, c'est le dirigeant. Quand il sent quelque chose, ne pas le laisser de côté. Et ne pas croire à la magie de l'organisation. Voilà. Ne pas croire... je me rappelle d'un de mes clients avec qui je travaille beaucoup en ce moment. À la première rencontre, il me parlait de sa réorganisation et je lui avais dit, vous êtes conscient que réorganiser n'a jamais rien transformé.
Et c'est une phrase que j'aimerais bien que les gens aient en tête, c'est-à-dire la réorganiser sa structure ne peut être qu'une conséquence en fait d'une volonté transformative. C'est pas l'inverse. C'est pas la réorganisation qui provoque la transformation. Pourquoi ? Parce que réaffecter des rôles et des process, ça modifie pas les modes de fonctionnement en fait dans la réalité. Donc c'est bien d'avoir ça en tête. En fait, c'est avoir en tête que la transformation, c'est quelque chose qu'on sent. Et c'est quelque chose qu'on pense qu'on va faire. C'est cette petite voix-là, c'est ce petit Jimmy Lee Cricket qui nous dit dans la tête c'est ça, maintenant. Vas-y, j'ai envie de ça. Cette envie dans le dirigeant, des fois, qu'ils ont et en fait, qu'ils n'expriment pas, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose à cerner à cet endroit-là. J'aime accompagner ça et puis j'aime leur permettre de ne pas être dépendants. C'est-à-dire aussi, je trouve que moi, un de mes jobs qui m'obsède, c'est pas facile, mais c'est comment je me retire. Comment, à un moment, les équipes feront sans moi. Parce que elles auront mis en place leur propre processus de transformation et ça roule, quoi. Voilà. Et bon, ça m'arrive, parce que je quitte des clients. Et c'est un geste. Alors déjà, toujours, c'est émotionnellement très fort pour moi, parce que c'est pas simple de quitter un client, parce qu'on les aime, on aime travailler avec eux, on aime ce qui se passe, et puis les belles découvertes qu'on fait. Puis on a traversé des zones marécageuses avec eux. Mais c'est ce sentiment-là de les voir aussi évoluer, bouger avec pertinence et impertinence. Merci Alexandre. Merci beaucoup Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À bientôt!